Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Ravi de vous voir. C'est notre premier live stream post-config. Je ne sais pas si tout le monde qui nous rejoindra aujourd'hui aura pu voir config, mais c'est pas très grave parce qu'on va revenir sur une grande partie des nouveautés, notamment des nouveautés DevMod aujourd'hui. Donc, si vous n'avez pas suivi, c'est pas grave, on va se mettre à jour tous ensemble. Coucou à tous. N'hésitez pas à mettre dans le chat d'où vous nous rejoignez aujourd'hui. J'imagine qu'on aura surtout des Européens vu l'horaire. Mais n'hésitez pas, voilà, faites coucou. Pour ceux qui se connaissent, coucou. On va parler de DevMod aujourd'hui. On va parler de DevMod et avec nous, on a des invités de marque. On a Romain, on a Laurent que je vais laisser se présenter un peu plus tard. Mais pourquoi est-ce qu'on parle de DevMod aujourd'hui? Alors, pour petit rappel de où est-ce qu'on en est avec DevMod, DevMod, c'est une fonctionnalité qu'on a lancée l'année dernière à Config en 2023. On a lancé en bêta à l'époque, puis elle est sortie de bêta en fin de janvier dernier, après qu'on ait fait pas mal d'améliorations suite à tous les retours utilisateurs qu'on a eus. En janvier, quand on a sorti DevMod de bêta, on a aussi lancé pas mal de fonctionnalités pour venir renforcer le handoff avec notamment les annotations, tout ce qui va être mesure de dimension et tout ce qui va être comparaison des changements. Et on a lancé juste avant Config, un peu de façon un peu discrète, en avril dernier, à l'occasion de Framework, une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Code Connect, sur laquelle on aura l'occasion de revenir un petit peu dans la deuxième moitié de ce live stream aujourd'hui. Et voilà, et ça nous amène à aujourd'hui en juillet, donc juste après la Config 2024 qu'on a eue là, il y a quelques semaines, il y a 2 semaines. On a à la fois sorti le Beta Code Connect suite à tous les feedbacks et toutes les améliorations qu'on a pu amener. Et on a aussi sorti des nouvelles nouveautés pour DevMod. Donc voilà, donc on est là aujourd'hui pour faire un petit peu un point sur DevMod, sur un peu la base des workflows que ça peut représenter et comment ça peut impacter de façon très concrète la relation designer et développeur. Et puis du coup, on va parler un petit peu des nouveautés aussi. Avec vous aujourd'hui, moi-même, Alexia, enchantée pour ceux qui ne me connaissent pas. On a aussi Emmanuel, qui est, vous le verrez aussi dans le stream, qui est Solutions Architect chez nous à Figma. Et puis, je parlais d'invités de marque. On a pas que des Figmates aujourd'hui, on a aussi Romain, qui est Product Designer, que certains connaissent peut-être, qui nous rejoint pour porter l'expertise métier de design. Et on a Laurent, qui lui vient porter l'expertise métier tech, puisqu'il est Engineering Manager chez Decathlon. Vous le connaissez aussi, oula, aussi peut-être. Je ne sais plus parler. Donc, on est sur un format Office Hours. C'est un format qu'on a un peu commencé à faire début janvier cette année, mais celui-là va être un peu différent. En gros, il y a quelques mois de ça, on a fait une collaboration avec Romain et Laurent pour justement qu'ils expliquent un peu d'un point de vue métier comment eux vivaient DevMod et comment ils pouvaient l'utiliser de façon très concrète. Ça a donné en fait cette collaboration une vidéo qui est sur YouTube aujourd'hui. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est repasser le replay de cette vidéo-là et derrière on va ressortir, on va faire un petit peu un point sur ce qui a changé depuis sur du coup ces fameuses nouveautés. Et puis on aura une question, enfin une séance questions-réponses ouverte à tous de façon très interactive parce qu'on a vu que sur la vidéo, pas mal de gens qui commençaient à avoir des questions. Cette vidéo-là, elle couvre vraiment plus les bases des workflows. Aujourd'hui, on aura l'occasion du coup d'aller beaucoup plus en profondeur. Avant que les gens posent des questions, oui, cette session est enregistrée. Oui, il y aura le replay pour tous ceux qui sont inscrits automatiquement et il sera sur YouTube a posteriori. Il y a un bouton en bas, vous verrez sur la fenêtre Zoom. Donc, il y a le chat et normalement, il y a un bouton. Alors, je ne le vois pas. Donc, peut-être qu'on ne l'a pas mis aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, il n'y a aucun souci. Il va être accessible directement dans le FigJam. Je me charge un de mes collègues de mettre le lien. Hop, on va le mettre en open session. Il est déjà. OK, super. Donc, je charge un de mes collègues de mettre le lien au fichier FigJam dans le chat directement. Vous verrez qu'il y aura un espace pour poser vos stickies, poser vos questions, on reviendra dessus. Envoyez bien vos messages, paramétrez vos messages sur Zoom à tout le monde. Normalement, par défaut, il est juste sur hôte et panéliste, donc mettez bien à tout le monde. Puis, comme d'habitude, on est gentil, on est poli, on s'aime les uns les autres, on a un code de conduite, donc merci de le respecter. Voilà, voilà. Je laisse peut-être rapidement, avant de lancer la démo, peut-être Romain et Laurent se présenter très rapidement, faire un tout petit coucou, si vous voulez un peu le mute. Commence Laurent, allez. Bonjour à tous, merci d'être là. Romain Dao, je suis le fondateur de Zika Catalyst Theory, donc un studio consulting très axé justement design system et toute cette problématique qui me passionne de end-off. Donc voilà, je vous laisserai, il y a la petite présentation sur le Figma pour ceux qui veulent en savoir plus. Et ben, j'en profite du coup pour vous remercier tous chez Figma et Laurent pour cette vidéo qui était très chouette à tourner. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'en faire d'autres. Mais voilà, c'était une vidéo en tout cas qui était pile poil dans mon cœur de métier et ce que j'aime faire et ce que je pense être un des futurs du design. Donc
Merci à Figma et puis merci à Laurent d'avoir accepté mon invitation. Yes, merci Romain. Bah, merci effectivement Figma et merci à toi Romain d'avoir pensé à moi en tout cas pour faire cette vidéo. Donc on espère que vous allez bien l'aimer. Donc moi de mon côté, je suis Laurent Thiebaud, je suis Engineering Manager et Design System Co-lead chez Decathlon. Je suis marié, papa de adorables petites filles, passionné par l'engineering, la tech, l'open source, la productivité, l'IA, le product, le design et aussi la musique. Voilà, je vous ai laissé mon website, ma newsletter, voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis, bah, c'est bon pour moi. Voilà, je vous souhaite une bonne vidéo. Et bah sur ce, on lance la vidéo, puis rendez-vous de l'autre côté du coup pour la partie interactive. À tout de suite! À toutes. Y aille directement si ça te va. Très bien. Ok, allez, c'est Allons-y. parti. On va utiliser que des stacks, que des logiciels que vous connaissez. GitHub, bien sûr. Storybook. Yep, on va faire une lib en React avec Tailwind CSS aussi. On va essayer d'utiliser des plugins à la fois dans Figma, mais aussi le plugin VS Code pour Figma DevMod. On va tirer le plus possible parti de toutes ces fonctionnalités. On vous rappelle que le dev mode c'est que le début et qu'il y a plein de nouvelles features qui sortiront cette année qui vont encore pouvoir enrichir les possibilités. Donc c'est parti, on plonge tout de suite dans un cas concret. On va intégrer un set de boutons Et oui. sur la base effectivement de Tailwind. Et oui, c'est le fameux exemple du bouton. Mais celui-ci, ça va changer, promis, parce qu'on va utiliser vraiment des fonctionnalités aussi dev mode. Donc ça va pas être le fameux tuto de bouton classique. On va vraiment essayer de vous montrer un cas concret, un cas qui peut arriver aussi en entreprise, en startup. Parce qu'en plus, on va faire peut-être des petites erreurs, on va peut-être revenir sur des changements. On va essayer vraiment d'être aussi proche de la réalité que possible. Et on espère que ça va vous plaire. Allez, on y va. C'est parti. Comme on vous l'a dit, avec Laurent, nous avons choisi de partir donc sur le framework Tailwind, qui est un framework HTML, CSS très populaire en ce moment, et ça tombe bien, il y a un plugin sur Figma qui va me permettre, dans mes variables, d'avoir exactement toute la palette de Tailwind telle qu'elle est proposée aux développeurs. Ça fait déjà un problème en moins, notamment sur les conventions de nommage, puisque c'est quelque chose qui va être très très important pour nous, d'avoir toujours des conventions exactes pour que Laurent puisse récupérer facilement mon travail. J'ai construit un petit set de boutons tout simple. J'ai juste 3 states, 2 tailles. Tout ça fait bien sûr avec les variantes et j'ai exposé toutes les propriétés avec le plugin PropStars. On voit aussi ici un petit 1 qui correspond donc aux annotations, une feature qui est ultra pratique pour détailler un petit peu plus ce que j'ai voulu faire, ce que j'ai voulu transmettre à Laurent. Donc, je te laisse la main et explique-nous, du coup, maintenant, une fois que moi, j'ai créé mon set de boutons, comment est-ce que ça se passe pour que tu puisses aller récupérer tout ça sur tes différents outils. Ok, ça marche. Eh bien, écoute, on y va. Alors, donc comment on va faire? Déjà, on va partir sur une stack assez moderne, comme tu l'as dit. Donc, on prend Tailwind CSS. On va aussi prendre React. Du coup, on va faire une librairie React.js qui va me permettre de distribuer le bouton que tu viens de me préparer sur Figma. C'est top, effectivement, ce que tu as dit sur le plugin Tailwind, parce que effectivement, Tailwind propose une palette de base avec différentes échelles de couleurs. Et à quoi ça sert de réinventer la roue sur ça? Effectivement, c'est des palettes de couleurs. C'est utilisé par énormément de personnes dans la communauté. Donc super si tu as ça, parce que du coup, effectivement, je vais avoir le même naming, et ça, nous, en tant que développeurs, c'est hyper important, parce qu'on a déjà plein de mapping à faire un peu dans notre tête. Si en plus on doit faire un mapping entre designer et développeur, c'est un peu compliqué pour nous. Donc je vais vous montrer un petit peu la stack. La stack, elle est pas très complexe. D'ailleurs, je vais pas vous montrer tout le setup. En fait, le code, il est open source, donc n'hésitez pas à aller le voir directement. Donc la stack, en fait, on va utiliser une lib React avec du TypeScript pour la partie typage, ESLint pour la partie linting de code, donc du coup s'assurer que le code est propre et respecte certaines règles. On va utiliser Storybook et la version du coup SaaS de Storybook avec Chromatic, parce que c'est grâce à ça qu'on va faire fonctionner un petit plugin qu'on va vous montrer après, qui est vraiment très utile dans le cadre du dev mode. Et puis du coup Tailwind et Vite pour bundler la librairie. Du coup, donc dans ma stack en fait, donc j'ai un package.json qui inclut du coup toutes les dépendances. Et puis après j'ai le fameux bouton ici.
Donc le bouton, j'ai repris un petit peu les variantes que tu m'as données. Donc j'ai les variantes primary, secondary, j'ai les deux tailles possibles, j'ai la gestion du fait qu'il est disabled ou non. Après j'ai le children, c'est-à-dire le texte qu'on va pouvoir me passer, et puis après je réagis à l'événement clic. Du coup ici je l'ai redéveloppé, et puis après je fais des conditions de classe CSS en fonction de la variante qui m'est passée et de la size, ce qui va me permettre du coup de mettre directement le bon style. Donc là, c'était la partie button. Donc moi, déjà, première chose que je dois faire, c'est récupérer les variables. En fait, les fondations, c'est important parce que sans fondation, du coup, sinon, on va mettre des couleurs en dur, en hexa, on va mettre des tailles en dur, et ça, c'est pas bon du tout. C'est la porte ouverte au déphasage et à la maintenance compliquée. Donc tout de suite, je vais récupérer tes variables. Alors pour ça, pour récupérer les variables, il y a plusieurs méthodes. On peut, donc ici, le dev mode, où est-ce qu'il se trouve déjà? Eh ben, il est là. Il est dans le toggle dev mode. Ici, on peut ouvrir directement le dev mode et ici, en fait, je peux inspecter et retrouver directement ici des petits noms de variables. Pour récupérer tout le set de variables, Figma propose de créer des plugins et j'en ai créé un qui s'appelle Variables Converter qui est aussi open source. Et du coup, ici, quand je vais dans Variables Converter, je l'ouvre et j'ai créé ce petit plugin qui permet de récupérer toutes les variables en CSS, en JavaScript, en Compose pour les développeurs Android ou en SwiftUI pour les développeurs iOS, Apple, en fait la plateforme Apple. Incroyable. Yep, donc du coup ici on a un petit copy to clipboard, ça me permet après de les récupérer et bon voilà, pour que la vidéo soit plus rapide, j'ai déjà fait le travail, donc j'ai récupéré ici les spacing, les radius, donc les spacing c'est ce qui va servir à tous les espacements, les paddings, les margins, les radius, à quoi ça sert? C'est une collection à part et ça sera donc tous les arrondis sur nos éléments et vous voyez que déjà on a commencé à trouver des conventions de nommage ensemble. Le fait de faire spacing 1, les tailles de t-shirt par exemple pour les radius, donc quelle convention de nommage mettons en place ensemble, c'est vraiment les premières questions que vous devez aborder avec vos collègues développeurs. Yes, alors pour les couleurs, comment je vais faire? En fait, je vais aller dans tailwind.config.js. C'est le fichier de configuration de Tailwind. Donc je fais commande P sur VS Code, j'appuie Tailwind config.js. Et ce qui est bien avec Tailwind, en fait, c'est qu'on bénéficie effectivement d'un thème de base qui va nous générer plein de classes utilitaires CSS pour rapidement pouvoir personnaliser des éléments HTML. Et moi, j'ai fait le choix avec les variables que je vous ai montré juste avant, pour les border radius, pour les spacing, de surcharger le thème Tailwind directement, parce qu'en fait, Tailwind nous donne déjà une nomenclature qui n'est pas vraiment la même qu'on a choisie avec les tailles de t-shirt. Donc là, pour le coup, pour les border radius, je décide de surcharger, et pour les spacing également. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être rapidement, border radius, spacing, à quoi ça sert dans le cadre des fondations? Donc effectivement, même si ça va tous les deux s'appuyer sur des valeurs de nombres, en soi le radius, le corner radius qui correspond aux arrondis n'est pas philosophiquement le même type d'élément que du spacing. C'est pour ça que généralement sur vos base tokens, on vous conseille de séparer ces deux collections. C'est pour ça qu'au final, si les nomenclatures sont différentes, c'est pas forcément un problème si, encore une fois, comme on vient de vous l'expliquer, c'est quelque chose qui a été convenu entre les équipes design et développeurs. C'est ça. Et du coup, pour une autre partie, donc les couleurs, j'ai décidé d'étendre. Et pourquoi j'étends les couleurs? En fait, parce que j'ai besoin de la palette de base, la palette de primitives, de corps, il y a plein de termes pour ça, mais c'est, si vous voulez, c'est la palette qu'on a vue tout à l'heure dans Figma. Je l'ai aussi, en fait, avec un objet couleur dans Tailwind que je peux récupérer de Tailwind CSS/colors. Et du coup, là, je récupère un blue 500, un blue 400, un blue 100. En fait, j'ai tout repris pour ça dans Figma. Du coup, dans Figma, en fait, ici, quand je vais ici dans Local Variables, et ici je vais reprendre les base colors et je les retrouve ici. Et donc après dans les sémantiques couleurs, donc les couleurs qui portent un usage, j'arrive à faire le lien en fait avec ce qu'il y avait dans les couleurs de base, donc les couleurs primitives de Tailwind. Et donc si je retourne ici, on voit bien que j'ai recréé en fait les couleurs surface primary secondary et content primary secondary qui sont bien connectés aux couleurs de la palette de Tailwind. Donc j'étends le thème Tailwind, je ne le surcharge pas dans le cas des couleurs. Et donc effectivement, on a créé des sémantiques très simples pour l'exemple, puisque vous pourrez bien sûr récupérer ce fichier en description de la vidéo. Libre à vous ensuite de pousser les concepts, mais c'est bien sûr sur le niveau sémantique que nous allons nous appuyer pour commencer en fait à insuffler le langage graphique et surtout donner l'usage du composant de la couleur, puisque c'est ça qui prévaut lorsqu'on fait des design systems. Exactement.
Merci Laurent pour toutes ces explications sur la stack front que nous allons utiliser. On va donc se replonger sur mon Figma. Mon set de boutons est prêt et je vais pouvoir passer en Dev Mode. Le problème, c'est que si je n'indique pas à Laurent que ce set de boutons est prêt à être développé, vous voyez que les options sont assez limitées. Donc surtout, pour fluidifier vos process, n'oubliez pas de cliquer sur la section et d'aller chercher ici cette petite icône Mark as Ready for Dev. Dès ce moment-là, si je réactive le Dev Mode en haut à droite ou avec Shift D, vous voyez que j'ai beaucoup plus de possibilités qui me sont offertes, notamment si je clique ici au niveau du bouton. Je vous laisse donc maintenant entre les mains expertes de Laurent qui va vous expliquer comment il va récupérer tout cela pour ensuite pouvoir le mettre sur son GitHub puis sur son Storybook. Merci Romain, du coup je vois effectivement que le bouton est en Ready for Dev, donc ça c'est cool, ça me permet moi effectivement de savoir que ça y est, je peux le développer, parce qu'effectivement quand on design, ça bouge régulièrement, et nous en tant que développeurs, l'idée c'est pas de refaire 2-3 fois la même chose, surtout si tu changes des noms, etc. De notre côté ça peut impacter des minutes, voire des heures de travail, donc autant attendre que ce soit prêt, donc là c'est le cas, et du coup donc je peux allumer le Dev Mode, effectivement je vois la même vue que tu avais sur la gauche, donc si je clique sur le bouton, ici j'ai une petite vue du bouton, et je vois un petit peu les différentes propriétés. Ce que j'aime bien avec Figma, c'est qu'ils ont pris le même langage que les devs. Ils ont marqué props de votre côté. Je sais que c'est plutôt variants la feature. Et là, ils parlent vraiment avec la feature des devs, parce que nous, côté React, par exemple, c'est exactement ça. C'est des propriétés. Donc, ça s'appelle props. Et donc là, je vois effectivement les différentes props que tu as setées sur ce bouton. Je vais ouvrir le Playground. Donc ça, c'est une des features de Figma Dev Mode. Ça permet en fait de jouer directement avec le composant et comprendre comment tu l'as construit. Donc je vois effectivement qu'il a la variante primary, secondary, différents états, différentes tailles, et puis un texte que je peux jouer avec ici. Donc clic, voilà, je le mets en secondary, en petit, et je peux voir son état over, donc c'est-à-dire quand on passe la souris, ou bien l'état disable, c'est-à-dire quand il est désactivé et qu'on ne peut pas cliquer sur le bouton. Donc parfait, moi vraiment ça c'est vraiment bien, c'est vraiment une fonctionnalité que j'avais pas avant, et ça ressemble très fort à ce qu'on va construire aussi dans Storybook, donc allons-y. Donc c'est parti, donc le bouton, j'ai compris, différentes variantes, différents états. Donc les états, pour info, ça va pas être des propriétés chez moi. En fait, dans le CSS, c'est déjà géré nativement. On peut jouer directement avec le hover, le disabled. Donc ça va directement être dans mon style. Donc moi, je vais reprendre variant, size. Et pour le button text, en fait, c'est pareil. Je vais pas mettre une propriété. En React, on a le children. C'est tout ce qu'on passe en tant qu'enfant à notre composant va s'afficher. En fait, moi, je vais faire un passe-plat, et ce qu'on me passe en enfant, je vais le mettre dans le bouton. Donc je vais te montrer un petit peu comment ça se passe, mais avant d'y aller, en fait, je vais te montrer, dans un projet, généralement, on utilise un outil de gestion de projet, donc que ce soit Trello, Jira, GitHub. Dans mon cas, je vais utiliser GitHub. Donc j'ai créé une issue, en fait, et j'ai directement expliqué qu'on va devoir gérer justement ces différentes variantes et ces différentes sizes pour notre bouton. Et pourquoi je vous montre ça? Parce qu'en fait, ce qui est bien, dans Figma Dev Mode, on peut mettre des dev ressources et retrouver directement notre issue juste ici. Donc là, par exemple, elle est en train de loader, et voilà, et ici, je retrouve ça. Donc ce qui est bien, c'est que dans le même outil, je peux voir à la fois le style et directement le ticket associé. Et même les designers, bien sûr, peuvent aussi travailler sur le ticket, et je pourrais voir les commentaires et l'ouvrir dans GitHub. Donc ça, vraiment, c'est une super fonctionnalité, donc je vous conseille directement de mettre la dev ressource. Et puis, j'ai aussi indiqué mon CSS, mais ça, justement, on va y aller tout de suite. Donc dans le CSS, donc commande P button.css, ici, voilà, l'objet de la vidéo, c'est pas de tout remontrer, je vais plutôt vous expliquer le code que j'ai écrit. Donc j'ai écrit un bouton, et puis ici, j'utilise le @apply. En fait, en Tailwind, ça me permet d'appliquer directement des classes utilitaires. Donc je vous invite à aller voir la doc de Tailwind, et puis après, ici, par exemple, pour le primary, j'applique bien le background qu'il faut, à l'état over aussi, à l'état disable. On retrouve bien tes variables, et en fait, comment j'ai fait pour faire ça? Ce qui est génial, en fait, avec le dev mode, c'est que j'ai vu effectivement que tu m'as mis des annotations, tu pourras peut-être l'expliquer du coup comment ça fonctionne, mais j'ai vu que tu m'as mis des annotations, donc ça c'est cool, et moi ça me permet tout de suite de voir les bonnes variables, et donc du coup de reproduire exactement la même chose côté code, on parle le même langage, et ça c'est vraiment bien. Et ensuite on a un inspecteur en fait de l'autre côté, donc si je prends par exemple le secondary en large, et si je viens ici, en fait je retrouve aussi les variables juste ici, et vous parlez d'auto layout, nous on parle de flexbox pour la même fonctionnalité, et en fait on voit que Figma en plus nous génère du code non pas avec des valeurs un petit peu en dur ou des valeurs en pixels un peu bizarres, mais non, reprend bien le concept d'auto layout et le transcrit dans le langage pour le CSS en flexbox, et du coup j'ai pu directement copier-coller le code et pouvoir reproduire le bouton assez facilement.
Le code comme ça, c'est bien beau, mais honnêtement, même si Figma m'a aidé, j'ai pas fait ça à l'aveugle en fait. J'ai utilisé Storybook. Storybook, c'est un terrain de jeu pour développeurs où on peut déposer un composant et avoir un retour visuel directement en hot reload. Ça veut dire que quand je vais sauvegarder automatiquement de l'autre côté, l'interface va se mettre à jour tout seul et ça me permet du coup de construire le composant avec un retour visuel. Donc je vais vous montrer du coup le résultat final. Donc en fait, de mon côté, je lance npm run storybook. npm, c'est le package manager de Node.js et run storybook. Du coup, storybook, c'est le nom de mon script. Ça me permet du coup d'ouvrir directement une fenêtre comme ça, qui ressemble du coup très fort, je sais pas si tu vois, par rapport au playground de Figma. C'est à peu près la même chose, quoi. Parce que du coup, je peux changer les propriétés, je peux changer de taille, je peux aussi jouer avec le disable, true, false, et puis je peux même changer ce que je t'avais dit tout à l'heure, le children, pour changer en fait l'enfant. Donc qu'est-ce que j'importe à l'intérieur de mon composant? Et bien ici, je mets click au lieu de button. Et donc ça sert à quoi? Ça sert aussi par exemple pour les développeurs consommateurs dans l'entreprise qui veulent utiliser notre librairie et pas se réinventer la roue à refaire le bouton eux-mêmes, de récupérer le code directement comme ça, et on voit que ça ressemble très fort à ce qu'il y a dans Figma. Un développeur du coup va mettre button, size égale SM pour small, et variant égale primary pour la variante primary, et puis il va mettre click, et voilà. Et en fait, s'il copie ça dans son application, il va avoir directement ce bouton-là, exactement le même que tu as designé. Donc on l'a fait une fois, et c'est bon. Voilà, exactement. Et Super. ça, c'est super bien, et Figma nous a bien aidé à le construire très rapidement, en fait, avec cette feature DevMod. Donc là, je peux voir les différentes stories que j'ai créées. Et en fait, pourquoi je vous parle aussi de Storybook? C'est parce que dans Figma, avec le DevMod, il y a un plugin officiel créé par les équipes de Storybook pour voir Storybook directement dans Figma. Et donc, toi, à la review design, de directement voir si je me suis pas trompé, en fait. Et ça peut vraiment être cool. Donc, comment ça fonctionne? En fait, il faut le pusher sur Chromatic. Chromatic, c'est le SaaS de l'outil Storybook. Et une fois que j'ai pushé sur Chromatic, ça va me permettre d'avoir une URL. Et cette URL, en fait, je vais pouvoir la linker directement dans Figma. Et comment ça va se passer? En fait, ici, je vous montre. Si je vais sur le bouton et que là, j'ouvre le plugin Storybook Connect, automatiquement, il va voir les stories associées à ce composant et il va les linker intelligemment. Si je clique ailleurs, il va me dire de sélectionner un composant. Ici, je link et puis je vais chercher ce bouton-là. Et directement, ça me permet de voir ici, et puis toi, ça va te permettre de zoomer, et pourquoi pas de comparer. Et là, on voit qu'on est exactement ISO tous les deux, donc on est prêt, on va pouvoir pusher le composant à toute l'entreprise, et tout le monde va être content pour pouvoir l'utiliser. Merci Laurent pour toutes ces explications. Donc c'est vraiment hyper simple, encore une fois, quand on est organisé, de bien utiliser le DevMod, mais tu nous connais, nous les designers, parfois, on change un petit peu d'avis. Et après en avoir parlé avec mon équipe, on s'est dit que finalement, on aimerait bien avoir des radius à 0, quelque chose d'un peu plus sharp, Okay. un peu plus moderne. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais aller sélectionner ce premier bouton et je vais aller utiliser la fonction Select All Matching Layers, option commande A, pour aller récupérer tout simplement tous mes boutons. Je vois ici à droite que c'est bien la variable corner radius avec 4 pixels qui est reliée. Je vais tout simplement aller binder la variable radius none et voilà, tous mes radius sont désormais à 0 pixels et je te propose maintenant peut-être d'aller voir ce qui s'est passé de ton côté sur le DevMod. On va découvrir ensemble les fonctions qu'on appelle compare changes sur le DevMod. Ok, alors du coup je rouvre le DevMod, effectivement je vais me mettre sur le bouton et là effectivement à droite on a compare changes, donc j'y vais, je clique et je vais pouvoir comparer avec l'ancienne version et là super, parce que du coup ça c'est vraiment la vraie vie pour le coup, ça marche jamais du premier coup, t'as complètement raison et c'est totalement normal, et même une entreprise elle évolue et c'est pour ça qu'on part sur de la sémantique, c'est pour ça qu'on part sur du primary, secondary, parce que même si t'avais changé les couleurs, heureusement que tu me l'as pas appelé bleu, parce que si l'entreprise part vers du rose, c'est dommage quand la variable s'appelle bleu, parce que ça coche chez nous ce qu'on appelle des breaking change, ça veut dire des changements cassants, et là on doit tous repartir sur notre code et c'est un enfer à l'échelle. Donc là, aucun souci. Franchement, moi, je suis pas inquiet, notamment parce qu'on a tout variabilisé. Et grâce au Figma DevMod, en plus, avec cette fonctionnalité de Compare Changes, on retrouve tout l'historique sur la gauche. Et là, je vois qu'effectivement, tu viens de changer quelque chose. Ça me permet de voir tout ce qui a changé. Et je vois effectivement que tu as changé ici le corner radius. Et regarde ici, on a comme dans GitHub, en fait, comme dans nos outils de développeurs, on a carrément directement le changement. Donc on voit bien que tu es passé de la variable small à none et les valeurs derrière sont 4 pixels à 0 pixels. Donc c'est super. Moi, grâce à ça, je vais pouvoir changer ça facilement et je vais te montrer ça tout de suite.
Donc, je vais aller dans VS Code. Et avant d'y aller tout de suite et vous mettre à jour le code, en fait, je vais vous montrer un autre plugin, mais cette fois-ci dans VS Code. Pas un plugin qui est dans Figma, un plugin qui est dans VS Code. Parce que VS Code, c'est Visual Studio Code, c'est un outil qui est créé par Microsoft, qui est open source et qui permet de créer des plugins. Et l'équipe Figma, et notamment pour les fonctionnalités de DevMod, a créé un plugin officiel qui évolue constamment, que j'ai déjà vu changer et s'améliorer au fil du temps depuis la sortie. Ça s'appelle le plugin tout simplement Figma, et donc ça se retrouve ici. Donc là, je peux directement dans l'interface VS Code ouvrir le plugin Figma. Et ici, voilà, je retrouve mon bouton, et quand je clique dessus, en fait, je retrouve directement toutes les choses associées. Donc là, je vais vous montrer un cas concret. Donc je vais dans le bouton, je fais commande P, et là j'ouvre Figma, juste à côté. Je clique sur le bouton. Là, je me retrouve ici, et là, ce qui est génial, en fait, c'est si je passe la ligne, regardez, l'autocomplétion, j'ai juste à faire tab. Rajoute le code tout voilà, seul. et là, je pourrais avoir directement le code. Bon, moi, j'ai déjà codé, hein, je vous l'avais dit, mais je vous en ai pas parlé tout à l'heure, donc je voulais vous le dire. En fait, en gros, c'est vraiment super. On peut avoir l'interface Figma aussi dans notre éditeur de code, et ça nous fait gagner un temps fou. Donc, moi ici, j'ai vu donc tout à l'heure dans le div, tu es passé de la variable SM, donc pour small, à none. Et ben du coup, en fait, comme j'ai Tailwind, j'ai aussi le plugin VS Code Tailwind qui me permet de faire de l'autocomplétion et ici de voir effectivement la variable none. Et avant de sauvegarder, je vais vous montrer un petit peu l'effet non waouh parce que j'invente rien, mais en tout cas qui est quand même sympa en tant que développeur. Donc si je close Figma et que là je save, hop, ici, je vois effectivement que le radius a changé à none et que là, du coup, si je vais voir toutes mes stories, et ben en fait c'est bon, c'est fait. Donc là maintenant ce qu'on va faire, et ben c'est ce changement, on va le pousser. On va le pousser à la fois sur notre GitHub et on va aussi le pousser sur Chromatic. Comme ça, de l'autre côté, on va le récupérer. Mais avant que ce soit mergé sur la branche principale, je vais te demander de vérifier dans Chromatic. Parce que Chromatic, ce qui est bien, c'est que ça permet à la fois d'héberger le storybook, mais ça permet aussi de faire des tests de régression visuelle. Donc les tests de régression visuelle, ça permet d'éviter des erreurs. Par exemple, quand tu as des pixels qui changent, du coup, assurer que c'est bien normal que ces pixels ont changé. Et aussi de faire une review designer, en fait. C'est-à-dire que toi, du coup, tu vas être pingé, je vais te dire de review mon code. Et si tu me mets un feu vert, et ben, je vais pouvoir merger mon code. Si par contre j'ai fait une erreur, tu peux me mettre un feu rouge. Et de mon côté, je ne peux pas merger. Et ça, c'est une super pratique pour vraiment garantir qu'entre développeur et designer, on est d'accord. Et quand on merge, et ben, on est rassuré, on sait que ça fonctionne tous les deux. Ok, c'est parti. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller récupérer le lien Chromatic Storybook. Je vais aller l'implanter moi dans mon interface. Je vous rappelle que en tant que designer, nous avons un accès illimité au dev mode à partir du forfait professionnel et donc on dispose de toutes les mêmes fonctionnalités et de tous les mêmes plugins que les développeurs. Donc c'est parti, retournons sur mon écran et je vous montre tout de suite comment est-ce que je vais aller récupérer la story et valider le travail de mon développeur avant de pusher en production. Bon, c'est bon, j'ai pushé Romain, du coup, j'ai poussé sur une branche qu'on appelle refactor. En fait, refactor dans le sens où on va refactorer le code, donc un peu le modifier. C'est pas une nouvelle feature, c'est juste un changement de radius dans cet exemple. Donc, moi, j'ai fait une branche qui s'appelle refactor/radius. Donc, je t'invite à aller voir sur le repo, du coup. C'est parti, on se retrouve sur mon écran et donc comme les développeurs, nous aussi, on commence aussi à travailler avec des branches. Vous savez que ce sont des features qui sont disponibles sur Figma et je vois bien ici sur le repo une pull request, c'est-à-dire que le développeur me demande mon approbation. Si je vais l'inspecter, refactor radius, c'est bien donc le travail que nous sommes en train de faire actuellement ensemble. Je vais ouvrir ici l'issue, j'ai donc la UI review et les tests qui va me permettre de vérifier que tout est bon. On va commencer ici à aller inspecter le premier. Le but, c'est bien sûr de faire passer tous les feux au vert. Ouais. Ici, je vais pouvoir donc la refacto. Est-ce que tout me semble bon? Regardons ensemble, mais j'ai l'impression que effectivement les radius sont bien maintenant avec un border radius d'une valeur de 0. Je vais pouvoir aller sur Review Now et faire Approve PR Yourself. Je vais donc accepter moi-même la PR. Et normalement, voilà. Si je retourne maintenant sur GitHub, j'ai bien ici le petit check qui m'indique que tout est bon. C'est bien fait. C'est bien fait, donc passons maintenant tout de suite au UI test. Pareil, je vais aller ouvrir le détail et cette fois, je vais pouvoir aller comparer aussi tout ce qui a changé et vérifier effectivement qu'il n'y a pas de régression visuelle et de régression au niveau du code. J'ai l'impression que les sizes, le nom des variantes, rien de tout ça
n'a bougé, le radius du coup est toujours le bon, et donc de la même façon, je vais pouvoir faire Verify Changes pour vérifier ici que tout est bon. Je pourrais mettre un commentaire si je le souhaite, si on souhaitait retravailler ensemble, qui Carrément. apparaîtrait dans ton GitHub. Tu peux même pointer pour info. Je sais Et pas on si tu peut vois même sur le bouton, effectivement, tu vois, voilà. tu pourrais pointer un peu à la Figma, à la FigJam, à des commentaires pareils. C'est vrai. Parce que là, on est sur un bouton, mais si on était sur une interface assez complexe, par exemple une home page, bah, tu pourrais très bien me dire dans la sidebar, là, il y a un petit problème, Laurent, je pense que t'as pas mis le bon padding. Et ça, c'est trop bien aussi pour la collaboration, vraiment, quoi. Voilà, donc tous ces outils, honnêtement, nous font gagner un temps monstre. Ici, pas la peine de mettre de commentaires, on va juste approuver. Et si tu Aussi. veux, tu peux tout approuver, regarde, avec le petit. Et en cliquant ici, Et là, tu peux faire approve this component. Voilà. Et donc là, on voit qu'on est ouvert. Et va sur GitHub pour voir. De l'autre côté. Ah et sur yes. GitHub, Eh ben écoute, si tu veux, merge. qu'est-ce que c'est Je t'en merger? prie. Est-ce que tu peux m'expliquer, tiens? Alors merger, en fait, c'est le fait de rapatrier. C'est un peu le terme en français. Rapatrier la branche sur la branche principale. C'est-à-dire que du coup, eh ben on est OK. Ça y est, le bout de code qui a changé. Ce diff là, le fait qu'on est passé de SM, donc de small, à none, rien du tout, bah ça y est, c'est accepté. Donc du coup, on va pouvoir rapatrier ce changement sur la branche principale et ça va déclencher le fait que le chromatique va se remettre à jour et après on va aller voir dans le plugin si c'est bon. C'est magique, en fait, tout marche tout seul. Bah oui. Alors allons-y, je vais merger la pull request, je vais bien sûr confirmer avec l'approbation de mon dev que tout est bon, et voilà, on va attendre quelques secondes. Successful, C'est bon. et voilà. Tu as donc normalement la branche qui est mergée sur la branche master de ton côté. Yep. Allons voir chez toi du coup ce qu'il s'est passé. Et bah c'est parti, tu sais comment on va regarder ça? En fait, je vais rouvrir le plugin Storybook dans Figma et je croise les doigts. Normalement, les radius ne sont plus arrondis. Attention, c'est parti. C'est le J'ouvre, suspense. je sélectionne et voilà. Et voilà, on a bien nos boutons à jour. Ça veut dire que comme la branche elle a été mergée, le chromatique s'est remis à jour et on arrive à le voir dans Figma comme j'avais présenté tout à l'heure. Et toi de ton côté, ça te rassure et ça y est, on a fait une mise à jour de notre bouton. Ça s'est bien passé grâce à la fonctionnalité Compare Changes, grâce après au plugin au sein de VS Code, l'autocomplétion, le fait que toi après tu as review pour me donner les feux verts. Comme ça, moi, ça m'a rassuré aussi parce qu'en fait, le code il nous appartient pas tout seul la plupart du temps. On est toujours la plupart du temps une équipe. Après, des fois, il y a des personnes qui sont tout seules. Et ben là, effectivement, il n'y a pas trop le choix. On s'auto-approuve. Mais dans la grande majorité des cas, on est au moins deux. Et moi, ça me rassure aussi en tant que développeur de me dire que tu as tamponné et qu'on a la trace aussi. Comme ça, bah, on est tous responsables de ce qu'on fait. Et puis, si ça change, c'est pas grave. Bah écoute, merci Romain de m'avoir invité. Je suis très content. J'espère que je t'ai appris des choses. En tout cas, moi, j'en ai appris beaucoup. Et ça m'a fait plaisir de travailler sur un design fait par un professionnel. Donc, merci à toi. Merci à toi Laurent d'avoir accepté mon invitation. Merci à Figma de nous permettre de réaliser cette vidéo pour eux. Ce qu'il faut retenir, c'est que adopter ces bonnes pratiques, c'est un gain de temps et surtout d'argent non négligeable pour vos équipes, puisque vous voyez bien que dès qu'on met les choses droites dès le début, au final, c'est beaucoup plus simple ensuite d'aller appréhender ce qui va se passer dans le code et de suivre les évolutions. C'était une présentation bien sûr succincte du dev mode, mais on est tout à fait prêt à répondre à tous vos commentaires, toutes vos questions sous la vidéo. On se retrouve très vite peut-être pour une deuxième session et vous retrouverez évidemment tous les fichiers aussi dans la description. Merci Laurent Merci et à toi. à bientôt. À bientôt. Salut. Salut. Et nous revoilà. J'attends que tout le monde remette son micro et sa vidéo. Nous revoilà. Ouais. Merci à tous d'avoir suivi tout ça. On a vu quelques questions commencer à venir dans le chat. N'hésitez pas à continuer à rajouter toutes vos questions sur le bord de FigJam. Il n'y a pas de questions bêtes. Donc vraiment, j'invite, s'il y a des designers qui sont là aujourd'hui, qui n'ont pas capté certaines parties des workflow dev, posez des questions, c'est le bon moment. S'il y a des développeurs qui sont encore un peu confus par des parties de Figma et ils ont senti que la vidéo était peut-être un peu rapide sur certains points, posez vos questions, pas de questions bêtes. On est justement là pour y répondre, donc zéro souci, faites ça. Merci beaucoup du coup Romain et Laurent. Alors, faut savoir que cette vidéo du coup a été filmée, on a bien vu les fonctionnalités d'annotation, on a vu les fonctionnalités du coup de comparaison des changements. J'ai vu une question qui remontait de la part de Margot qui demandait si ces fonctionnalités, notamment Compare Changes, étaient déjà dans Figma et donc la réponse est oui. On les a sortis en avril dernier et cette vidéo a été filmée après ça. Il faut savoir qu'on a aussi sorti, comme j'avais évoqué, la bêta de Code Connect à ce moment-là. On avait fait le parti de pas trop en parler parce que c'était encore en bêta et que c'était
workflow assez avancé, mais on a l'occasion de revenir dessus aujourd'hui. Et du coup, entre-temps, il y a quand même eu config. On a eu à la fois des nouvelles fonctionnalités et puis aussi, accessoirement, un redesign de l'interface qu'on appelle UI3 ou enfin, UI3 en français qui a été sorti, qui a été annoncé. Alors, cette nouvelle interface, peut-être que certains aujourd'hui dans l'audience l'ont déjà. On est en train de la roll out, enfin de la sortir très très progressivement, petit à petit. On a une waitlist. Si vous voulez être sur la waitlist, on mettra le petit tuto de comment faire. Il y a un petit bouton, il faut s'inscrire dessus, etc. Mais on est en train de sortir de façon très progressive parce que c'est lié aux fonctionnalités IA et qu'on fait ça de façon très graduelle. Mais du coup, la nouvelle interface a peut-être quelques impacts sur les workflows qu'on vient de voir dans la vidéo. Donc, pour ceux qui ont déjà la nouvelle interface ou qui vont la voir prochainement, Romain et Laurent, est-ce que vous voulez juste revenir sur quelque chose qui ont modifié, enfin, qui ont été modifiés du coup depuis que vous avez filmé cette vidéo? Oui, il y a eu donc des changements assez chouettes sur tout ce qui est compare changes, notamment avec le feed, le flow. Moi, c'est une des nouveautés qui m'avait le plus plu à la config 2024. Des petits changements d'interface sur le compare changes aussi. Est-ce Et que de tu as manière moyen de générale, faire un alors, partage rapidement? j'étais en Ouais, train si tu les as, comme d'essayer. ça on peut le... Pour ceux qui n'ont pas encore l'interface, ils peuvent voir, commencer à se préparer et voir un peu de quoi il s'agit. Alors, Les aléas du direct. ouais, et du coup, je risque peut-être de devoir quitter Zoom puisque j'avais pas les autorisations. Lutte. Est-ce que je peux vous faire une... Est-ce que Laurent, tu l'as sous la main? Sinon, je Non, quitte et je me On est reconnecte. je très n'ai pas sous la préparés. main. Ou alors Manu éventuellement si tu l'as sous la main, mais bon. Je suis en train de regarder déjà les questions. Merci beaucoup pour tous ceux qui rajoutent les questions en parallèle. On regardera ça dans Je vais une essayer. seconde. Je te laisse tenter en parallèle. Mais donc, je crois que le plus gros changement, On et voit. c'est fait, bravo, il n'a même pas eu besoin de Bon, sortir. Il est fort. ouais, j'ai pas eu besoin de rouvrir. Donc voici la nouvelle UI. On est quelques-uns effectivement à avoir la chance d'y avoir accès. Donc la barre en bas, si je fais Shift D pour aller chercher le dev mode, hop, elle se raccourcit avec ce petit effet assez sympa. On va retrouver donc les annotations, les mesures et les commentaires juste exactement comme avant. Le gros changement que je trouve vraiment chouette, il va se trouver ici. Si je fais un mark as ready for dev, j'ai donc ici maintenant une espèce de flow qui apparaît. Et on l'avait vu, et je trouve que c'est une des features qui manquait pour que ça soit vraiment complet. Imaginons que je fasse mon designer comme d'habitude et que je décide d'aller changer d'avis. Hop. Comme la section était bien en marque as ready for dev, vous voyez que maintenant l'icône a changé de couleur. Et du coup, pour le dev, il va avoir ensuite toute une partie approbation où il va pouvoir aller voir vraiment ce qui s'est passé. Je peux mettre toutes mes commentaires. Et une fois qu'il a fini, marque as completed. Et donc, dans la suite logique en fait de ce qu'on a montré avec Laurent, c'est tout cet aspect automatisation qu'on aime beaucoup. Le fait de jamais refaire les choses plusieurs fois, hein, évidemment, puisque don't repeat yourself, c'est un peu le même mantra côté dev que designer. En tout cas, moi, c'est comme ça aussi que je l'enseigne. Et donc, ça fait partie pour moi des nouveautés qui sont vraiment, vraiment sympas. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Les annotations n'ont pas forcément évolué, il me semble, mais dans les dev ressources, ici, voilà, vous voyez qu'on va bien retrouver tout ce que Laurent avait lié à mon fichier. Je ne sais pas si ça va marcher, parce que je sors de Figma, pardon. Mais tout ça reste et tout ça marche super bien. Le playground, il me semble, a pas été modifié, mais c'est un bon moyen pour les développeurs de voir à quoi ressemblent vos composants. Et Code Connect, a priori, on reviendra vous voir pour vous en refaire une démonstration. Mais voilà pour les plus gros changements, on va dire, sur le dev mode. C'est surtout, moi, je trouve, cette vue et ces nouveaux badges ici qui permettent vraiment de suivre encore mieux, je trouve, le flow d'activité. Super, merci beaucoup. Alors, sur ce, on va passer. Non, je vais faire une petite repasse rapide. Et là, c'est moi qui vais prendre la main sur le partage d'écran. Hop là. Donc voici, vous pouvez me suivre directement. Je vais me mettre d'ailleurs en spotlight. Comme ça, vous pouvez venir hop, me rejoindre et voir les slides en même temps que moi.
Vous verrez, il y a un petit appel pour me suivre directement en haut de la page. Voilà, super. Coucou à tous. Donc, les nouveautés d'Avmod qui sont sorties depuis donc, il y a 2 semaines littéralement à Config. En gros, les trois pain points qui sont remontés énormément sur le cours de l'année passée par rapport à DevMod et aux choses qui continuent à pas très bien marcher dans certains cas dans les flows développeurs et designers. Il faut savoir que tout le monde a des workflows différents. Il n'y a pas une solution qui va marcher pour tout le monde, mais on essaye du coup de capter au maximum, on va dire, les patterns, les motifs qu'on voit ressortir. Il y avait des motifs sur la discoverabilité des éléments pour les développeurs, c'est-à-dire est-ce qu'un développeur va même trouver ce qu'il cherche pour commencer. Il y avait des questions, on va dire, de focus ou de concentration, c'est-à-dire un développeur ne souhaite pas être perturbé par une multitude d'informations que Figma peut potentiellement lui ressortir. Il veut avoir juste l'information dont il a besoin au bout de ses doigts au moment où il en a besoin. Et la troisième question, on y a un peu touché en parlant de compare changes dans la vidéo tout à l'heure, c'est la gestion des changements. Et j'ai vu qu'il y avait quelques questions aussi qui remontaient en post-it là-dessus. Donc on a aussi étudié la question en arrivant à config il y a 2 semaines. Donc, parmi les nouveautés, on a des vues qui sont pensées développeur-centriques. La première vue, c'est une vue qui s'appelle Ready for Dev, qui va apparaître, du coup, vous voyez sur le screenshot, au-dessus des pages, à un niveau supérieur aux pages sur la partie gauche de votre UI. C'est une vue qui est accessible à la fois depuis la vue éditeur, mais aussi depuis la vue Dev Mode. Donc, quelle que soit la vue, cette vue est accessible. C'est une espèce de hub, on va dire, de home dédié du coup à un peu cette vue d'ensemble dont les développeurs ont besoin pour voir exactement qu'est-ce qui est ready to dev ou qu'est-ce qui en tout cas est pertinent pour eux, pour leur workflow. Les développeurs, les designers, comme je disais, peuvent aussi le consulter pour voir et prendre connaissance de ce que les développeurs vont voir eux. Et point bonus, il n'y a pas besoin d'avoir un siège payant pour y accéder, c'est-à-dire que les gens qui ne sont ni en siège éditeur Figma, ni en siège DevMod, mais qui sont juste en viewer gratuit en train d'inspect peuvent aussi accéder à cette vue de hub et du coup voir l'ensemble des maquettes qui sont prêtes, on va dire. Il y a des options de filtre en fonction des tags. Il y a des options de tri aussi pour les ranger, soit par nom, par activité, par recency, par timing, on va dire, chronologie d'activité. Donc ça, c'est cette nouvelle vue qu'on a pensée pour, on va dire, améliorer la discoverabilité de ce qui est pertinent pour les développeurs. Et depuis cette vue, donc, quand on clique sur une des maquettes, on est capable d'accéder à une vue qu'on appelle Focus View, qui est une vue concentrée, qui en fait, là où dans Figma, les maquettes, elles peuvent flotter, et on avait quand même commencé à mettre en place des améliorations pour arriver à avoir une navigation dans DevMode qui était plus centrée dev, qui permettait en un clic de centrer l'écran sur la partie de Figma qui était pertinente pour les développeurs. Là, on a une vue qui est carrément full focus, c'est-à-dire qui fait abstraction de tous les autres écrans autour, où on perd ce côté, on va dire, infini, canvas infini de Figma, et on voit seulement l'écran qui est concerné. On le voit, on a accès du coup aux différents plugins que Romain et Laurent dont ils ont fait la démo juste tout à l'heure. Et vous voyez aussi, on retrouve, pardon, avant toute chose, on retrouve toutes les fonctionnalités qu'on a ailleurs sur DevMod et sur la partie DevMod. Donc, les annotations qui ont été mises par les designers apparaissent à ce niveau-là, les dimensions aussi. Si on se fait un survol avec sa souris, on va retrouver les petites red lines avec les autres dimensions qui sont un peu cachées. Les commentaires marchent aussi, c'est-à-dire que si je suis un développeur, je veux laisser un commentaire, je peux le laisser dans cette vue-là et il ressortira dans la vue designer de mes designers. Et vous verrez sur la droite, il y a ce qu'on appelle les versions. Et vous voyez que dans ces versions, on commence à avoir des notions de statuts, qui sont pas juste les statuts Ready for Dev. Et là, c'est l'autre gros changement, celui pour lequel je suis plus heureuse personnellement. On a des nouveaux statuts. Donc, DevMode, quand on l'a lancé, il y avait un seul statut, il y avait juste Ready for Dev, juste pour signaler aux développeurs que Youpi, c'est prêt. Maintenant, on a deux nouveaux statuts qui ont débarqué depuis 2 semaines sur Figma. On a le statut modifié et on a le statut complété. Et donc, le statut modifié, c'est un statut, en fait, une petite pastille jaune. Quand un designer avait déjà marqué une maquette Ready to Dev, mais qui continue à faire des modifications dessus, automatiquement, Figma va noter qu'il y a eu des modifications et va lui dire Hey Coco, attention, il y a des choses qui ont l'air d'avoir bougé depuis que tu as marqué Ready for Dev. On va se demander au designer, du coup, de prendre conscience de cela et du coup, éventuellement, vous voyez, donc de changer le label. Il y a une petite modèle qui apparaît à ce moment-là pour demander
si besoin, de donner davantage de contexte sur la modification qui a été faite, le pourquoi et le quoi exactement, chose que parfois les développeurs ont besoin, surtout quand il n'y a pas forcément beaucoup de rituels pour faire ces synchronisations-là en dehors de Figma. Euh, on envoie les changements, ça enregistre du coup qui a eu cette modification, donc il y a un nouveau statut qui sera créé dans les versions où il y aura une petite pastille modified. Et le plus important, je pense, pour fermer la boucle, un développeur du coup qui a un siège DevMod, qui soit éditeur ou viewer sur le fichier, mais à partir du moment où il a un siège DevMod, il aura la possibilité du coup de fermer entre guillemets le statut de cette maquette en enfin, le taguant comme completed. Et ça, comme ça, les autres designers pourront voir, ok, bah du coup, ça ne sert plus à rien de modifier parce que le truc a été fait, il a été shipped. Ou alors, les autres développeurs qui peut-être viendront sur ce fichier verront que pareil, pas besoin de travailler sur cette maquette-là, déjà été faite, youpi, on est content. Donc voilà. Autre petit point, donc on a dit on n'a pas parlé beaucoup de Code Connect. Donc revenons un petit peu sur Code Connect parce que Code Connect est sorti officiellement de bêta il y a 2 semaines. On est très très heureux de ça. Depuis le lancement bêta en avril, on a eu, enfin, je crois qu'on a compté à peu près 12 000 connexions de composants dans Figma. On a eu, je crois, quasiment 50 issues sur GitHub qui ont été remontés parce qu'on a fait tout ça en open source. Il faut le savoir. Maintenant, on supporte donc React, dont native, React, on supporte SwiftUI, on supporte Storybook et maintenant on supporte aussi Compose, ce qui n'était pas le cas quand on l'a sorti en bêta. Et voilà, comme Manuel le précise, on a aussi en train de travailler sur les supports pour Angular, Vue.js et Web Components. Et s'il y a des demandes pour encore d'autres frameworks, n'hésitez pas à les faire remonter. On peut prioriser ça dans la roadmap. Code Connect, c'est quoi? On n'a pas trop évoqué. En fait, alors sans faire la démo complète, c'est une façon assez smart de faire remonter directement depuis la codebase, directement le code qui est le plus à jour, le plus pertinent, et de s'assurer qu'il est synchronisé en live, c'est-à-dire que n'importe quel composant ou instance qui supporte, enfin qui est connecté à la codebase, quand il est utilisé, tous les développeurs, y compris les développeurs qui ne travaillent pas forcément sur le design system, ils auront accès à la version la plus à jour du code. Ils n'auront pas besoin d'aller chercher cette version-là, ils n'auront pas besoin de la recréer. Et ce qui fait qu'en fait, en termes d'adoption de design system, vous pensez bien que bah, du coup, on est en train de limite bypasser Figma. C'est plus Figma qui devient la source of truth, c'est le code. Et donc, de développeur à développeur, on ferme la boucle. Pour ceux qui veulent commencer à tester un peu, un des autres updates dont on est très très content, c'est tout ce qui est UIKit. UIKit, c'est une ressource maintenant qui a un accès libre à tout le monde, sur tous les comptes pro, organisation, entreprise. Quand vous allez dans vos assets, dans un nouveau fichier, vous verrez, il y a 3 UIKits qui existent maintenant. Il y a iOS, Material et Simple Design System. En gros, c'est 3 librairies qui sont maintenues respectivement directement par les équipes de Google, des équipes d'Apple et puis nos équipes à nous, qui contiennent en gros bah, tous les composants iOS et matériel, et puis de notre côté, il y a un peu une base de composants qu'on fournit. Et quand je dis maintenu à jour, c'est-à-dire que ces UI-kits-là, contrairement aux autres librairies, en fait, c'est des librairies externes mais qui sont updatées automatiquement. C'est-à-dire que s'il y a un update qui est fait par l'équipe d'Apple, par exemple, il va venir directement se renseigner dans votre fichier, updater votre fichier si vous acceptez la mise à jour, ce qui est ultra puissant. Gros point bonus, ils sont ultra bien documentés et vous pouvez y voir, par exemple, là, j'ai pris un bouton de matériel. Ils ont déjà Code Connect qui est connecté derrière. Donc, vous pouvez voir un peu à quoi ça ressemble. Et ils ont toutes les documentations de composants de matériel et d'iOS respectivement. Donc, voilà. Donc, c'est un très bon joujou pour commencer à mettre un peu les mains dans le cambouis de Code Connect, voir un peu quelle tête ça peut avoir, ce que ça peut apporter à vos équipes et potentiellement parler de ça à d'autres membres de votre équipe. Ok, il nous reste 10 petites minutes, donc on va essayer de faire vite. Il y a eu pas mal de questions. Je continue à vous inviter à poser vos questions s'il en reste. À nouveau, pas de questions stupides. Alors, les questions qui me paraissaient assez intéressantes. Ah oui, alors, une question sur laquelle on voulait revenir parce qu'on a déjà commencé à la voir remonter. Des gens qui nous demandent si, avec cette nouvelle interface, là, je vous ai présenté DevMod, mais évidemment, il y a des gens qui n'ont pas les sièges DevMod, qui sont encore sur l'expérience gratuite pour faire les handoffs avec leurs développeurs. Et donc, la question, c'est, avec la nouvelle interface, est-ce qu'on perd des fonctionnalités sur l'expérience gratuite? Et donc, Manu, je te laisse faire la réponse. Alors, on ne t'entend pas, Manu, tu t'es démute, mais il n'y a pas de son. Je te remercie. C'est bon. Pour faire court, effectivement, je l'avais mis en commentaire, mais non, il n'y aura pas de changement drastique au niveau de l'expérience. Les fonctionnalités qui sont accessibles sont les mêmes au final. Et ce sera juste une petite, on va dire, se réhabituer à la nouvelle interface. Même moi, ne passant pas forcément toute ma vie dans Figma, en l'espace de quelques minutes, j'ai retrouvé les options. Donc, je l'ai testé juste avant. Au final, j'ai rajouté un petit screenshot pour vous donner une idée de à quoi ça ressemble.
un panel des propriétés qu'on peut voir côté juste en view dans la nouvelle interface et on retrouve exactement ce qu'on a dans l'ancienne. Voilà tout. Voici, voici. Alors, j'ai deux petites questions sur les plugins sur lesquels je voulais revenir, parce que je ne sais pas si du coup tout le monde, notamment les devs qui nous rejoignent, connaissent vraiment comment marche l'écosystème de plugins de Figma. Alors, sans rentrer trop dans le détail de comment les créer, etc., je vois qu'il y a des questions sur comment est-ce qu'on peut retrouver les plugins entre guillemets officiels, ou ceux en tout cas qui ont un fort usage, et aussi pouvoir mettre l'URL du repo GitHub associé. Alors, je ne sais pas si ça va répondre exactement aux questions, mais je vais essayer de revenir hop là, sur ici. Hop. Donc, je suis dans Figma Communauté. Dans Figma Communauté, vous voyez d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas encore vu celle-là, on a aussi fait un petit rehaul de l'interface de Figma Communauté. Donc, c'est plus exactement la même interface. Et il y a dans la navigation un tiroir qui s'appelle Plugin. Et vous voyez que dans Plugin, on a Plugin de développement. Donc, c'est tous les plugins qui vont toucher de près ou de loin à du dev mode. Vous voyez qu'il y a des options de filtre aussi pour du coup les filmer, enfin, les filtrer que sur dev mode, différents types de ressources payantes ou gratuites. Et donc, pour répondre aux différentes questions, déjà sur, entre guillemets, quels sont les officiels, vous pouvez rapidement voir qui sont les gens qui ont créé ces plugins. Vous voyez qu'il y a des plugins créés par Figma. Donc, par exemple, le plugin GitHub est créé par Figma. Il y a des plugins créés par d'autres entreprises, par exemple, si j'en trouve un, bah Webflow typiquement a créé un Figma to Webflow. Voilà, vous voyez qu'il y a différents plugins Jira créés par nous, mais aussi en collaboration avec Atlassian, Chromatic a créé Storybook Connect, etc. Donc on peut retrouver ces plugins ici. On peut aussi les retrouver, enfin un peu regarder à l'usage. Donc vous voyez que typiquement Builder.io, il est utilisé par beaucoup de monde, que notre plugin GitHub aussi. Figma to Code que je recommande, c'est Bernardo qui l'a créé, qui est un membre de la communauté basé au Brésil. C'est un très très bon plugin pour transformer en HTML, Tailwind, Flutter, Swift, etc. avec plus d'un million de personnes qui l'utilisent. Donc clairement, c'est validé. Et du coup, par rapport à la question sur comment lier ça au repo, alors de façon indirecte, je ne sais pas si ça répond bien à ta question, Steve, mais les plugins, en fait, ils sont à la fois accessibles directement depuis les fichiers, mais du coup, on va dire, il existe en termes de page officielle sur la communauté, et c'est là où typiquement, on voit beaucoup d'équipes, y compris nous-mêmes, mettre les liens vers les documents, enfin les repos GitHub, y compris pour tout ce qui est en open source. Donc voilà, ça existe quelque part. À quand un plugin GitLab? Manu, est-ce que tu veux répondre à la question de à quand un plugin GitLab? Je veux bien répondre. C'est mon fer de bataille en ce moment avec l'équipe produit et on n'a pas encore de timeline en interne. C'est vrai qu'on a beaucoup de nos clients qui, à défaut d'utiliser GitHub comme outil de CI/CD, utilisent GitLab. C'est surtout dans la francophonie. Donc, pas de date, malheureusement. Pour l'instant, on a un plugin qui existe déjà, on travaille avec leurs équipes, mais qui est assez incomplet et qui ne lit pas, qui ne fait pas aussi, on va dire, aussi bon travail qu'avec GitHub. Donc, j'aimerais pouvoir te répondre de façon un peu plus concrète, Kevin. Malheureusement, j'ai pas la réponse pour l'instant, mais je t'assure que je pousse là-dessus toutes les 2 semaines. Et merci pour ton effort, du coup, Manu. Il nous reste 5 petites minutes, donc on va vous lancer, on va continuer à répondre aux questions, il n'y a pas de souci. On va maximiser notre temps. On va juste vous lancer en parallèle un petit questionnaire pour avoir votre retour d'expérience. Comme je disais au début, c'est un format assez différent du type de format qu'on fait d'habitude. On n'a pas l'habitude de recevoir des invités, on n'a pas l'habitude forcément de faire du replay vidéo à chaque fois. Donc, on va vous lancer juste ça pour avoir votre retour là-dessus et puis améliorer du coup dans le futur. Et pendant que vous y répondez, on va continuer à répondre aux questions. Laurent, il y avait pas mal de questions pour toi. Alors, j'ai vu que tu as déjà Ok. répondu à la question de Steve sur la participation, enfin la collaboration sur un plugin. Je vous Oui. laisse en discuter en off, mais en tout cas, c'est ultra chouette de voir d'autres membres de la communauté qui, via ce type d'échange, de moments en direct, du coup, peuvent peut-être commencer à co-créer des choses ensemble. Mhm. Euh, Carrément. Merci, Steve. Bah ouais. Alors, peut-être revenir, alors il y a pas mal de questions sur Storybook. Mhm. Et du coup, revenir un peu sur, je pense, voilà, donc des questions un peu b.a.-ba, peut-être de designer, expliciter un peu plus clairement quelle est la relation entre Storybook et Chromatic, vu que tu as évoqué les deux, et peut-être parler un peu plus de la place de Storybook dans Code Connect spécifiquement. Et du coup, en parlant de Code Connect, vu qu'à Decathlon, vous commencez déjà à utiliser Code Connect, avoir un petit retour d'expérience sur concrètement chez vous, ça se traduit comment et comment vous le vivez. Ok. Alors du coup, bah, comme vous avez pu voir dans la vidéo, Storybook peut vraiment s'utiliser avec le DevMod en parallèle, puisqu'il y a un plugin DevMod pour Storybook. Et l'idée, c'est de montrer effectivement aux designers le rendu côté code directement dans l'outil Figma.
Et puis, pour les personnes qui ont Storybook avec le SaaS du coup chromatique, qui est maintenu par l'équipe de Storybook, qui leur permet aussi notamment de se financer et continuer de faire évoluer Storybook. Du coup, là, il peut même avoir des fonctionnalités de visual regression testing, comme on a pu voir, ou de review design et fonctionnel de ce qu'a fait le développeur, jusqu'à après mettre en vert la PR et pouvoir la merger. Et du coup, après, bah, dans le workflow, moi, j'irais mettre du coup compléter, je changerais le statut. Mais pour moi, ça peut complètement se mettre ensemble. Après, du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas de webhook ou autre qui pourrait dire bah, c'est vert dans chromatique, du coup, je change le statut Figma, etc. Donc, c'est sûr qu'il y a encore du manuel. Donc c'est plutôt à vous de tenir une checklist, par exemple, de contribution et de pourquoi pas de travailler aussi avec les branches si vous avez des plans Figma qui le permettent pour faire tout ça. Mais c'est vrai que voilà, tout n'est pas encore vraiment connecté à d'autres outils tiers pour faire changer les statuts. Mais peut-être que Figma, c'est quelque chose que vous travaillerez aussi, de changer les statuts via API, je sais pas. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, c'est encore du manuel, mais pour moi, ça va bien ensemble. Ça peut se lier. Et j'ai pas répondu à ta question sur Code Connect. Ben, Euh, comme tu Code, veux. donc Code Connect, franchement, c'est pour moi une des meilleures features de DevMod qui a du coup pas pu être présentée dans la vidéo. C'est vraiment bien parce que à l'époque, on avait eu l'habitude, quand on publiait un UIKit, quand on le ship l'UIKit et que le développeur inspectait, il voyait le code CSS notamment de comment était fait le composant. Ce qui est dommage parce qu'en fait, nous, on fait forcément une librairie de l'autre côté et on n'a pas forcément envie de promouvoir ça. On préfère promouvoir directement notre composant. Et l'arrivée de Code Connect fait en sorte que ça, du coup, ça cache complètement comment il est fait et ça met plutôt en avant comment l'utiliser avec notre librairie. Ça donne le lien derrière aussi du code pour pouvoir voir directement comment il est fait derrière. Donc un développeur qui est curieux de savoir comment est fait le composant, il peut directement cliquer dessus et s'est connecté. Et puis effectivement, ça fait bien le lien entre des fois le naming dans Figma qui est pas pareil parce que nous, par exemple, on fait du Pascal Case dans Figma, mais on fait du en écran minuscule dans le code, donc ça permet de lier les deux. Et puis, même quand on ouvre le Playground, on a aussi le code Connect en bas à droite. Donc, en fait, on le retrouve à deux endroits. Dans la sidebar, mais aussi dans le Playground. Quand on joue avec le composant et ses variantes, on peut voir directement côté code comment ça s'impacte. Donc, vraiment, ça, c'est une superbe feature qui est très bien. Et je peux même en profiter pour répondre à cette question-là, du coup. Vas-y. Donc, il y a la question, qu'est-ce qui a justifié le choix des équipes Decathlon de faire usage de DevMod alors que vous disposez déjà d'une équipe super étoffée et probablement de routines bien en place? Bah, ça a été notamment le fait que dans l'outil design, nous n'avions pas ces possibilités-là. Donc pour moi, ça, même avec une équipe qui pourrait être bien étoffée, le fait qu'on nous apporte ces nouvelles fonctionnalités nous a tenté parce que c'est des choses qu'on n'avait pas avant. Et comme je disais l'exemple juste avant, l'inspect du code était le CSS. Je préfère maintenant mettre en avant, puisque Figma le permet, euh, directement ce que nous on propose avec des liens, avec directement du code connect. Forcément, on ne dit pas non à ce genre de feature qui aide vraiment au workflow pour les développeurs qui reçoivent des maquettes. Mm. Et ce que je trouve vraiment puissant en tant que designer sur Code Connect personnellement, c'est en fait le fait que du coup, grâce à Code Connect, on peut un peu s'affranchir de ce qu'on disait pendant très longtemps chez Figma, c'est-à-dire essayer d'aligner au maximum la façon dont vont concevez tout ce qui est variable, naming, composants, etc. avec le code. Et en fait, il n'y a Mhm. plus besoin parce que de toute façon, maintenant, la boucle est bouclée côté code, les développeurs connectent ce qu'ils ont besoin pour les développeurs in fine. Et en fait, on peut vraiment maintenant, côté designer, penser designer centrique sur l'expérience et l'ergonomie des composants, du naming, etc. Et ça va pas perturber en fait la collaboration entre les deux. On peut toujours continuer à collaborer, on doit continuer à collaborer sur d'autres points, sur la partie fonctionnelle notamment des designs. Mais en tout cas, en termes d'archi et d'ergonomie sur l'expérience qu'on a dans l'outil, on n'a plus besoin de se forcer entre guillemets à matcher à une logique dev pour faciliter ces échanges-là. Et ça, je trouve ça vachement cool. Alors, on est à time. Voilà, j'avais la réaction pour Romain, mais en fait, je pense qu'on a déjà un petit peu répondu, malheureusement, pour toi, Romain, désolé. On a un petit peu répondu avec les nouvelles améliorations qu'on a évoquées, notamment sur les statuts. Donc, en fait, je pense C'est que ce les statuts que, c'est ce répondent que avec j'aurais cette... répondu, ouais. Ouais, voilà. C'est Puis après, voilà, ça vous avez bien dépend vu avec juste, la version de version. Ouais. c'est ça, ça dépend juste des effets de bord des changements. Après, comme dit Laurent, on peut pas prioriser dans le flow les changements, mais c'est à vous ensuite de voir avec le designer, avec le développeur, quels sont les effets de bord de vos modifs pour voir si justement il faut que tu priorises ensuite tes changements sur tes composants. Et j'ai pas totalement dit, mais quand on faisait sur le versionning, sur ce timeline de versionning, effectivement, on pouvait rollback et du coup Mm. récupérer les anciennes versions et inspecter ces anciennes versions-là aussi.
sur la vue focus. Voilà, voilà. Et ben du coup, we're at time. Merci à tous d'être là. S'il reste des questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre, je vois notamment des questions, je crois que c'était Sophie. On vous recontactera directement en privé, ou alors recontactez-nous, il n'y a pas de souci non plus. Romain, je sais qu'il est très ouvert à ça, Laurent aussi, et puis nous, évidemment, Manu et moi aussi. Puis voilà, merci d'avoir passé cette heure de déjeuner avec nous. Et à une prochaine fois. Je crois qu'on l'a un petit peu teasé, mais on pense peut-être faire du coup une deuxième version de ce live stream en fonction des retours que vous nous avez donnés pour justement aller un peu plus en profondeur sur toutes ces nouvelles features dont on a parlé. Merci beaucoup à vous. Merci Ciao, à ciao. tous. Merci.